Alors bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire qui aborde la communication avec les stratégies pratiques pour les enfants ayant un TSA. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la population d'enfants de niveau préscolaire, de niveau scolaire et verbaux. Si vous n'avez pas eu la chance de visionner le webinaire précédent concernant les enfants préscolaires verbaux, je vous encourage fortement à le faire puisqu'il y a beaucoup de stratégies qui sont également applicables à la population dont on va parler aujourd'hui. Donc sur ce, nous allons commencer et c'est exactement le même format. Donc nous allons aborder les stratégies qui favorisent la compréhension chez les enfants, des stratégies qui favorisent l'expression. Nous allons également identifier les habiletés sociales qui sont essentielles à développer chez nos enfants. Puis enfin, je vais vous présenter des ressources intéressantes. Je vais commencer par vous présenter une petite capsule vidéo. C'est un petit dessin animé que j'ai conçu, simplement pour tenter de vous illustrer de façon plus ludique, dans un langage simple, les concepts que je vais approfondir avec vous tout de suite après. Donc, on va commencer par le premier vidéo qui présente des stratégies efficaces à utiliser pour développer la compréhension. Donc, voilà. Donc, comme on l'a vu, il y a des stratégies qui semblent assez simples et ce sont toutes des stratégies que vous pouvez appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, quand vous y pensez, quand vous avez le temps, quand vous vous dites « OK, c'est un bon moment d'apprentissage », voilà, c'est le bon moment d'appliquer la stratégie. Alors, avec notre population verbale qui est de niveau primaire, donc on parle jusqu'à la 3e année à l'école élémentaire, on va vouloir faire attention au langage abstrait pour maximiser la compréhension. Donc, pour s'y faire, on va minimiser l'utilisation d'expressions idiomatiques dans notre conversation. Par exemple, on a vu là, dans le dessin animé, il a pas, en tout cas, lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Pour plusieurs enfants, ils vont avoir le sens littéral de ce qu'on vient de dire et là, on va complètement les déstabiliser et dans notre message, à ce moment-là, il y aura un bris de communication, puis ils ne pourront pas continuer de comprendre la suite. Donc, on veut les minimiser, on peut les enseigner parce qu'éventuellement, dans les lectures, vos enfants vont faire face à des expressions idiomatiques, le langage figuré. Donc, je pense qu'on doit les informer, leur expliquer, mais je vous dirais que d'essayer de leur enseigner toutes les expressions, c'est une tâche qui est peut-être pas nécessaire. Je crois que la meilleure stratégie, c'est probablement de leur dire quand tu rencontres ou quand tu entends une expression que tu ne connais pas ou si tu as le moindre doute, utilise cette stratégie-là puis demande, pose la question. Donc, de cette façon-là, on leur enseigne simultanément à réparer le bris de conversation ou de communication. C'est une chose qui est très difficile pour eux de savoir, d'identifier qu'ils n'ont pas bien compris le message. Alors, d'être en mesure d'identifier que je n'ai pas bien compris, on vient de franchir une autre étape très importante. C'est aussi très important pour favoriser la compréhension d'identifier les concepts qui sont plus abstraits, puis les expliquer plus concrètement possible.
à ce niveau-là, il faut utiliser des aides, le calendrier. Il faut expliquer c'est quand plus tard. OK? Comme on a vu, plus tard, on va aller à la piscine. Demain, on va aller à la piscine. Mais c'est possible qu'on doive utiliser le calendrier pour montrer c'est quand demain, si on comprend le calendrier. Donc, de ne pas hésiter à expliquer un peu davantage. Et le mot, là, vous allez voir, il revient dans tous dans toutes les diapositives, c'est concret. Concrètement. Et une fois qu'on l'a expliqué concrètement, on enlève cette barrière-là de mauvaise communication. Alors, le langage abstrait, dans le développement typique, ça vient plus tard. Donc, il ne faut pas oublier que pour vos enfants, c'est la même chose. Donc, on minimise. Puis on peut le dire, ça c'est une blague. J'encourage beaucoup ça aussi là, pour vous les parents. OK, je vais faire une blague, j'ai fait une blague. Ça c'est du sarcasme. On explique ce que c'est le sarcasme. Donc, c'est un apprentissage à chaque fois. Quand vous le dites que c'est une blague, à un moment donné, ils vont remarquer l'intonation qui est différente. Parce qu'on leur explique concrètement ce qu'on vient de dire. Alors, le langage abstrait, on doit aussi être très explicatif au niveau du résultat attendu. Il faut leur expliquer concrètement quelles sont nos attentes. Range ta chambre. Range ta chambre, même pour tous nos enfants, c'est certainement pas assez concret. Plusieurs d'entre eux vont simplement ignorer, mais je pense que quand on a des difficultés de compréhension, c'est important d'être spécifique. Par exemple, range tes vêtements sales dans le panier, range tes livres dans ta bibliothèque, fais ton lit. On peut suppléer avec des listes. Encore là, comme je disais dans les webinaires précédents, on va développer les fonctions exécutives, l'organisation, où est-ce qu'il doit cocher quand la tâche est faite. On peut utiliser des images pour démontrer ce à quoi on s'attend vraiment. Et là, chers parents, il faut que nous parlions et que nous demeurons réalistes dans nos attentes aussi. C'est probablement ce qui est plus difficile dans ma vie, mais que nos attentes sont peut-être pas réalistes, encore là, pour un enfant qui est en 2e année. OK? Donc, c'est vraiment le but dans la compréhension, c'est qu'ils comprennent la tâche et qu'ils l'exécutent correctement, puis ça nous démontre qu'il a bien compris. Alors voilà, pour le résultat attendu. Puis là, je parle de ranger ta chambre, mais ça peut être la même chose pour le résultat attendu de comment on fait son lunch, comment on met le matin la routine. Donc vraiment, d'avoir des aides visuelles, ça peut aider. Puis n'hésitez pas à utiliser les mots écrits aussi, parce qu'on a des enfants qui sont en plein développement du langage écrit, lecture, écriture, donc vous pouvez l'utiliser comme stratégie. Ensuite, on a les intentions d'autrui. On commence là à leur enseigner que les autres personnes dans notre entourage ont une perspective qui est différente de la nôtre. Au niveau scolaire, premier cycle, on ne va pas nécessairement leur expliquer ce que c'est la perspective d'autrui. On est dans un vocabulaire plus avancé. Mais en fait, il faut qu'ils commencent à prendre conscience de cette réalité-là. Donc, encore là, le meilleur moyen de s'y prendre, c'est d'expliquer concrètement. OK, moi, je suis contente, je joue avec toi. Là, je viens de faire une blague, comme je disais tantôt. Je pense que je remarque que ton frère n'a pas aimé ton commentaire. Bon, alors, on explicite clairement, on le met en mots, ce qui est vécu. Donc, ça facilite la compréhension de la situation parce que nos situations sociales et tous les non-dits, c'est énorme. On apprend ça de façon naturelle, sans enseignement explicite. Pour notre population ayant un TSA, on devra enseigner ces règles sociales-là non dites. On peut utiliser encore là les appuis visuels, c'est vraiment un aide précieux et il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une cohérence entre le verbal puis le non-verbal. Donc, c'est possible que je vais dire quelque chose puis que mon non-verbal va dire autre chose. Donc, c'est de leur expliquer que dans certaines situations,
c'est possible. Donc, je pense que le plus souvent, on les informe et le meilleur moyen, c'est quand vous le voyez que ça arrive spontanément. On profite de ce moment-là pour l'expliquer. C'est très difficile encore à ces âges-là de prévoir, de leur dire, bon, ben voici si dans une situation X, ça se produit, voici ce qui en découle. Je trouve ça difficile. Je trouve que le moment présent, l'émotion est vraie, l'émotion est ressentie, puis avec des mots qui expliquent clairement ce qui se passe, la compréhension en est augmentée. Donc, les intentions d'autrui, c'est important également. Et l'état émotionnel, c'est vraiment important de s'assurer que votre enfant soit dans un état émotionnel stable pour favoriser une bonne compréhension. Vous me direz, ben oui, ça a bien de l'allure, mais oui. Parce que si on est en crise, si on est dans un moment très anxiogène, vous les connaissez, la compréhension ne se fera pas de la même façon. Puis là, on risque d'avoir beaucoup plus de bris de communication qui vont empêcher, puis ça va dégénérer. Donc, le plus souvent possible, si on a des nouveaux enseignements, des nouvelles habiletés à enseigner, ça se fait toujours mieux dans un état émotionnel stable. Puis c'est la même chose pour nous autres. Pareil. Donc, voilà pour la compréhension. Là, je vais vous parler de comment on va développer l'expression. Quand je parle d'expression, je parle de la façon dont on communique. Là, on a des enfants verbaux, donc qui utilisent la parole, les mots pour s'exprimer. Mais on a vu précédemment bon, que les moyens de communication peuvent être les moyens non verbaux, avec des images, avec des systèmes de communication suppléants, des gestes, des signes, etc. Donc là, on a des enfants verbaux qui sont du cycle primaire à l'école. On fait quoi pour développer l'expression? Donc, la règle ici à respecter, c'est de respecter les étapes de développement typiques du langage. Donc, vous pouvez communiquer avec un orthophoniste qui va pouvoir vous guider, mais c'est vraiment de respecter cette hiérarchie-là. Donc, je vous présente un peu l'expression et les stades de développement typiques, ce à quoi on s'attend. Là. Puis là, mes normes, c'est les enfants qui ont environ 6 ans. Qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, votre enfant, si vous dites, ben non, pas du tout, on n'est pas rendu là encore dans nos stades de développement, donc on retourne à l'étape préalable, puis on bâtit à partir de ça. Alors, au niveau du langage expressif, on va retrouver la forme, le contenu, la phonétique, phonologie. On a aussi, là, dans le jargon professionnel, l'utilisation, je l'ai comme mis à part parce que c'est vraiment nos habiletés sociales. Donc là, je veux juste vous parler rapidement de ce que c'est la forme, ce que c'est le contenu, puis la phonologie et comment on peut intervenir. La forme, on va avoir la syntaxe puis la morphologie. Donc, la syntaxe, c'est vraiment la combinaison des mots dans la phrase. Puis la morphologie, bien, c'est notre développement puis la compréhension des morphèmes puis comment ils sont regroupés dans les mots. Donc, finalement, c'est nos structures morphosyntaxiques. Les études ont démontré que chez les enfants ayant un TSA, ils ont ce qu'on appelle des longueurs moyennes d'énoncés. Donc, la longueur de leurs phrases sont généralement moins longues, surtout pour les groupes qui sont plus sévèrement atteints. Puis, ils ont des structures syntaxiques plus rigides. On va le voir dans le cas où les conjugaison de verbes, c'est plus difficile. On va utiliser beaucoup l'infinitif. On n'aura pas beaucoup de flexibilité avec les temps. Donc, on va remarquer ça. Ceci étant dit, on doit le développer en utilisant de l'intervention traditionnelle ou on peut utiliser des activités à la maison. Tous les jeux là, qui nous forcent à raconter, OK? Le blablabla, raconte-moi une histoire, invente-moi une histoire. Les jeux de headbands, tabous. Donc, où est-ce que je dois raconter des choses vont leur permettre de développer une meilleure structure morphosyntaxique et vous allez souvent fournir le modèle approprié. On va parler aussi du genre, les masculins, féminins. Donc, vraiment, on est rendu dans la finition, là, quand on parle, qu'on développe notre morphosyntaxe.
ça nous prenait un vocabulaire aussi, là. Donc, on y vient dans le contenu. Donc, à 6 ans, on s'attend de voir chez les enfants qui ont un développement typique une longueur moyenne d'énoncé d'environ 5 mots ou plus, donc une longueur de phrase de 5 mots ou plus. Puis là, je parle de l'utilisation de déterminants, verbes, non. On commence à utiliser le futur simple, je jouerai, et les adverbes de temps, demain, hier, aujourd'hui, font partie de nos structures syntaxiques. Les pronoms possessifs, c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien. On fait le parallèle aussi avec les habiletés sociales, donc l'autre personne. Et on va avoir le début de l'utilisation des phrases passives. Donc, c'est ce qu'on voit à 6 ans. Et vous pouvez, vous pouvez le travailler avec une orthophoniste. Vous pouvez aussi, dans la vie de tous les jours, avec les activités dont je vous nommais, demandez-leur de vous raconter leur journée. Souvent, ils n'ont rien fait de la journée. Utiliser des appuis visuels, raconter un film. Donc, créer des occasions et modéliser. Si la structure de phrase n'est pas adéquate, si on n'a pas le bon pronom, si on n'a pas le bon déterminant, si on n'a pas bien accordé au pluriel, fournissez. Modéliser la bonne structure de phrase sans exiger qu'on répète. Puis de cette façon-là aussi, je vous encourage à peut-être noter ce que les structures de phrases que votre enfant produit. Puis ça va vous permettre d'avoir vraiment une idée plus précise. Ah, OK, les pronoms personnels, le genre n'est pas encore acquis. Donc, on peut cibler cet objectif-là. Puis l'orthophoniste aussi peut faire une évaluation complète, puis ça nous permet d'aller vérifier où est-ce qu'on se situe au niveau des différents diffères, donc de la compréhension, de l'expression, puis élaborer un plan d'intervention et intervenir. Donc, voilà pour la morphosyntaxe. Puis il y a aussi, oui, je vous disais, il y a aussi des applications que vous pouvez télécharger qui permettent de travailler également la morphosyntaxe. Le contenu fait référence, ou la sémantique, en fait, à la connaissance et à la signification des mots. Donc, ici, on va parler du vocabulaire. Alors, au niveau de la recherche, on démontre qu'il y a des similitudes, et les TSA, là, qu'il y a des similitudes au niveau du développement du vocabulaire réceptif, puis des catégories. Alors, comment on intervient? Il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux qui existent sur le marché. Les jeux de société là, sont vraiment beaucoup conçus là, pour développer le vocabulaire des enfants. Je pense au Mont-à-mots, Tic-tac-boom, le vocabulon, nomme-moi, etc. Alors, ce sont des jeux que vous pouvez facilement faire en famille et qui vont développer le vocabulaire. Pour les enfants préscolaires, on met beaucoup l'emphase sur le vocabulaire quotidien dans la vie de tous les jours parce que c'est leur réalité. Au niveau scolaire, là, on doit aller un peu plus loin. On doit peut-être développer davantage le vocabulaire littéraire parce que ça va les aider dans les tâches de lecture en mathématiques. Donc là, il faut commencer à introduire les concepts plus abstraits, toujours en gardant en tête que ils vont en avoir besoin pour faire leurs apprentissages scolaires. Et ça fait partie aussi de leur vocabulaire quotidien. Encore là, dans la vie de tous les jours, vous pouvez jouer à des jeux de devinettes, des jeux de faire des courses, je pars en voyage. Donc, vraiment, toutes les situations sont bonnes pour augmenter le vocabulaire, mais gardez en tête qu'il ne faut pas que ce soit seulement nommer des objets là, OK? Il faut vraiment, il est à côté, il est au milieu, toi, tu vas y aller en premier, tu sais, le premier. Vraiment, il est tout mouillé. Les concepts autres que juste nommer des objets. Les verbes aussi. Il faut définitivement travailler le vocabulaire des verbes parce qu'on veut augmenter nos structures morphosyntaxiques. Ça nous prend des verbes. Bon, ça va. À 6 ans, généralement, les enfants, leur vocabulaire s'organise en fonction des différentes catégories sémantiques. Donc, ils vont avoir organisé, les fruits, les légumes, les jouets, les moyens de transport, etc. Ça commence à vraiment bien s'organiser. C'est beaucoup plus efficace aussi quand notre vocabulaire est organisé en catégories sémantiques parce que plutôt que d'avoir 1 million de mots, puis là, je cherche un mot
là, je m'en vais directement dans ma bonne catégorie pour aller récupérer le mot, donc c'est vraiment très efficace. Puis, ils vont avoir aussi toutes les relations, là, les événements, les conditions, coordination, le temps, la causalité. Donc, ça s'organise à 6 ans. Enfin, on a la phonologie, la phonétique, la production des sons. Au niveau des TSA, c'est essentiellement intact. C'est en fait un des aspects les plus épargnés. Par contre, on voit aussi des erreurs articulatoires ou phonologiques. Donc, à ce moment-là, c'est important de respecter la grille de développement. Par 6 ans, généralement, tous les sons sont produits correctement et on n'a plus ce qu'on appelle des patrons d'erreurs phonologiques, où est-ce que l'enfant va, par exemple, remplacer un son par un autre dans tous les contextes. Là, le K va devenir un T, donc un cocon, un tonton, on a déjà entendu ça. Alors, si on remarque ces difficultés-là, bien, on peut intervenir. Il existe des jeux, des petits livres d'histoire avec des sons ciblés, des petites cartes d'articulation. Il y a des jeux de cartes. Donc, vous pouvez l'adresser avec l'orthophoniste également. Puis, dans la vie de tous les jours, on travaille un certain son. Ce qui est important, c'est le positionnement. Donc là, c'est là où si vous n'êtes pas capable de positionner correctement le son, il faut aller voir l'orthophoniste qui va travailler le placement puis la production adéquate des différents sons. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler d'une ressource bien intéressante. Donc, ça va, pour développer l'expression chez nos enfants, verbaux, cycle primaire, en fait, on respecte la chronologie du développement et on établit les objectifs en fonction des besoins plus spécifiques. Une des ressources qui est très intéressante, ça s'appelle « Apprends-moi le langage ». Ça, c'était développé par Sabrina Freeman et c'est vraiment un manuel d'apprentissage du langage pour les enfants qui ont un TSA. C'est pratique, là. C'est un manuel pratique avec 400 pages d'activités. Il y a des directives, des explications, il y a des jeux là-dedans et ça nous permet de travailler différentes catégories, dont le langage social, les connaissances générales, la grammaire, la syntaxe, les fonctions des mots, l'expression écrite, puis des concepts scolaires basés sur le langage. Donc, c'est vraiment une ressource qui est très riche pour vous donner des idées. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas un programme qui est parfait pour un enfant. Ça nous permet d'aller puiser des idées et de les adapter au niveau et aux besoins de notre enfant. Pour vous donner quelques exemples, au niveau du langage social, par exemple, on va avoir une activité qui nous permet de travailler la conversation dirigée sur un sujet. Comment je travaille ça? Parce que oui, il faut que je travaille la conversation. On m'a dit, mais comment je m'y prends? Donc, bon, on va avoir des fiches. Une personne pose une question, on a écrit la question. Donc, c'est vraiment très détaillé. Puis, rien ne vous empêche d'adapter l'activité. OK, donc, il y a aussi l'activité comment entretenir une conversation. On ne peut pas dire à notre enfant, bon, là, je vais t'enseigner comment on a une conversation. Bon, ça se passe comme ça, puis comme ça, puis là, tu vas être correct tout le temps pour le reste de ta vie dans tous les contextes. Non. Alors, on doit travailler à la base, puis on doit enseigner des stratégies préalables à entretenir une conversation. Donc, dans cette ressource-là, il y a des activités qui nous permettent de faire ce genre d'activités. Il y a des règles aussi pour parler à des amis. Alors, comment je m'y prends? Il y a des règles pour comment je fais pour apprendre à connaître quelqu'un. OK, aujourd'hui, là, on va se faire un ami. OK, c'était simple comme ça, là. Donc, en fait, on leur donne des outils. OK, on va écrire des questions, tu vas poser des questions. On le fait dans un contexte structuré avant de le généraliser dans un contexte plus spontané. Donc, vous voyez, ce sont des activités préalables. Puis, on bâtit là-dessus puis ça nous mène à notre objectif final. Au niveau des connaissances générales, il va y avoir des activités, les professions, les métiers, les sports, la syntaxe, bon, classifier les pronoms, les verbes, comment enseigner les questions. Donc, on a vraiment beaucoup d'activités. Le langage, les concepts scolaires, là, on va parler de catégorisation, de la compréhension au niveau de la prélecture, le vocabulaire. Donc, c'est une belle ressource qui est très riche et qui vous donne beaucoup d'idées à adapter, en fait.
Là, on va passer aux habiletés sociales. Donc, on est certainement rendu à un niveau un petit peu plus avancé. Donc, nos habiletés sociales de base, on prend pour acquis qu'elles sont maîtrisées. Donc, je vous présente un autre petit dessin animé qui illustre les stratégies, puis on en parle par la suite. Donc, au niveau scolaire, primaire, on va mettre l'importance au niveau des habiletés scolaires sur la perspective d'autrui. Donc, les gens autour de moi existent, les gens autour de moi ont des idées différentes et je dois m'adapter. OK. Encore là, on ne va pas nécessairement leur dire ça de cette façon-là. Donc, on va faire des activités et le matériel, je vous dirais, qui est le plus, que j'utilise et qui est très, très pertinent, très bien fait, c'est tout ce que Michelle Garcia-Winner propose au niveau de Thinking About You, Thinking About Me, Social Skills. Donc, vraiment, il y a énormément d'idées pour développer cette perspective-là de l'autre personne. Donc, on va vouloir, puis le petit vidéo, là, je vais reprendre chaque stratégie, mais on veut développer l'écoute. C'est important d'écouter l'autre personne pour pouvoir d'abord connaître ses préférences, ses intérêts, pour pouvoir maintenir la conversation, mais on ne peut pas du jour au lendemain dire « écoute ». OK. Donc, on a plein d'activités qu'on peut faire. On peut, par exemple, on peut commencer à la base avec des bingos sonores, à reconnaître un son. On peut faire des simulations là, dans une conversation où est-ce qu'on nomme un détective. OK, attention. Tu dois bien écouter parce que je vais te demander de répéter ou de me répondre à ma question. Puis là, un des enfants dit mon repas préféré, moi, c'est le spaghetti. Puis là, je dis Hey, Jean, c'est quoi le repas préféré d'Alexis, etc. Donc, on y va de façon graduelle pour entraîner cette écoute de l'autre. Donc, on peut raconter une histoire avec des objets. Donc, chacun a son objet. Quand c'est son tour, je vais choisir un objet dans la boîte nouveau. Puis là, il faut que ce soit en lien avec ce que l'autre personne a dit. Donc, vraiment, il faut développer l'écoute en groupe. Faire partie d'un groupe aussi. Bon, on est parti du stade préscolaire où est-ce que là, on joue en parallèle. Ensuite, on joue avec les mêmes jouets, mais encore là, de façon parallèle, où est-ce qu'on intègre un groupe. Là, on va vouloir vraiment mettre l'emphase davantage sur on va jouer ensemble. On peut commencer avec des activités sous un thème commun. Par exemple, on peut avoir un bac de Monsieur Patate, puis là, il y a comme quelqu'un qui est comme le chef, puis là, les autres doivent reproduire exactement la même chose. On est en train de jouer ensemble, on fait de l'imitation, puis on peut graduellement augmenter là, le « j'en dis touche tes cheveux », « j'en dis roule-toi ». Donc ça aussi, on travaille l'écoute, on fait partie d'un groupe, on travaille ensemble, on peut faire une expérience, une recette. Donc vraiment, on crée des situations pour les amener à faire partie du même groupe. Des fois, on a tendance à dire les activités sportives, ça va être parfait. Petit bémol, des fois, si on n'est pas très compétent dans le sport, puis il y a beaucoup de règles. Les sports d'équipe, beaucoup de règles générales dans les sports d'équipe. Il y a beaucoup de non-dits aussi, là. Alors, c'est peut-être
s'ils sont aptes, s'ils aiment ça absolument, mais je ne pense pas qu'initialement, si le but, c'est de développer l'appartenance à un groupe, faire partie d'une équipe puis se sentir performant, qu'un sport d'équipe soit le premier objectif. Observer les autres, ça va nous permettre d'avoir une perspective, si je suis capable de les observer. Puis je sais, je vous dis ça, puis on a l'impression que c'est tout naturel, ça ne l'est pas, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe de façon explicite. On doit l'enseigner. Par le jeu, on va prendre des activités. Je ne vais pas dire, OK, là, vous allez apprendre à observer les autres. Non. Mais observer les autres, on peut faire le fameux jeu du chef d'orchestre, où est-ce qu'il y en a un qui fait les mouvements, tout le monde change, puis on doit trouver c'est qui. On peut aussi faire un jeu, le détective oculaire, où est-ce qu'il y a une personne, il faut suivre le mouvement oculaire d'une personne qui se promène d'un objet à l'autre. Donc, tout le monde doit observer la personne pour essayer de reproduire. Donc, bon, vous comprenez, là, vous voyez où je veux en venir. Donc, il faut développer l'observation aux autres. On veut se faire des amis, donc, mais comment je fais ça, des amis? Donc, c'est quoi les règles? C'est quoi le protocole pour me faire des amis? Donc, OK, à l'intérieur de ça, on va intégrer les règles de conversation de base, les salutations appropriées, on va l'enseigner, on va avoir peut-être, comme je disais, là, dans Apprends-moi le langage, il y a une activité où est-ce que j'ai une fiche, je vais rencontrer la personne, je pose des questions, ensuite je peux la présenter à une autre personne. Donc, c'est vraiment de décortiquer chacune de ces habiletés-là, ces habiletés sociales, et de trouver des activités qui nous permettent de progresser vers la généralisation. Apprendre à s'ajuster aux autres. C'est pas facile pour la plupart des enfants. Une des façons qui est super intéressante puis qui travaille plein d'autres habiletés sociales, c'est de dire, OK, en petit groupe, vous apportez votre jeu de société et vous allez, que vous aimez bien, puis vous allez le présenter, puis on va jouer. C'est très intéressant parce que là, ça demande d'abord une compréhension de la compréhension des autres. Est-ce que la façon que je l'explique permet aux autres de bien comprendre? Alors, avec de la modélisation, on ne peut pas les lancer là, dire « OK, tu as décidé d'apporter Monopoly, personne qui n'a jamais joué à Monopoly, mais là, explique-le, puis faites une partie. » Donc, graduellement, il faut les guider aussi. Amène un jeu avec très simple pour commencer. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de positifs. Puis, en faisant des activités comme ça, on rend les enfants beaucoup plus autonomes. Puis, par essai et erreur aussi, ils développent des meilleures stratégies. La conversation, bon, on peut commencer avec des chaînes de mots. Je dis un mot, tu dis un mot qui va jaune, soleil, chaud. Café. Vous voyez, donc là, c'est une suite de mots. C'est pas nécessairement une conversation, mais je suis en train de pratiquer l'échange. OK? J'ai pas de ballon, mais vous voyez, on peut aussi être un journaliste en herbe où est-ce qu'on va poser des questions, faire des commentaires une fois qu'on a vu ces concepts-là. Et les émotions. On veut aussi travailler les émotions, donc exprimer mes émotions, identifier les émotions chez les autres. On peut faire des mises en situation, filmer les vidéos où est-ce qu'après on regarde puis on essaie d'identifier comment tu te sentais. Bon, OK. Des jeux de rôle. Donc, ça nous permet de travailler les émotions. Puis, vous voyez, on est rendu à un niveau différent là, des non-verbaux ou des enfants préscolaires. Où est-ce que c'était dans le moment présent, on identifiait l'émotion, notre émotion surtout. Là, on veut identifier l'émotion des autres aussi. Puis enfin, on a toutes les règles sociales non dites, le curriculum caché. Ça, là, je ne sais pas, il y en a comment. Il y en a dans tous les milieux. Ils ne sont pas pareils, dans tous les contextes. Alors, il faut les enseigner quand ça se produit, mais on peut aussi, il existe des petits guides, là, social rules, etc., hidden curriculum, ça existe, vous pouvez les utiliser pour vous guider, mais ça nous dit à quel point on doit expliciter ces règles-là, parce que naturellement, pour la plupart, ils ne vont pas les comprendre. Par exemple, il ne faut pas poser trop de questions. Mais c'est quoi le nombre de bonnes questions? Intuitivement, on le sait quand on est avec quelqu'un si on a posé
assez de questions, pas trop de questions. Bien, généralement, là, OK? Il y a comme un... On le sait. Comment on le sait, c'est pas, mais on le sait. Même chose pour la conversation. Combien de temps je peux parler avant de laisser la place à l'autre personne? Bon, règle. Mais il faut essayer d'expliciter. Tu sais, moi, je dis souvent, ben, après 30 secondes, on respire, puis là, on regarde si les autres ils sont encore intéressés, s'ils veulent ajouter quelque chose, ça leur donne le temps. Alors, c'est vraiment toutes ces petites règles-là. Comment me comporter si je vais dans une danse? Il y a des règles sociales, là. Là, il y en a, là. Bien, il faut les expliciter. C'est quoi les bonnes manières? Comment je demande de la bonne manière quand je commande quelque chose? Il y en a dans toutes les situations et ça aussi, il faut commencer à l'aborder là, au cycle primaire. Plus on avance, plus les règles non dites, là, plus on s'en va vers l'adolescence, on dirait qu'ils se multiplient fois des millions. Là, même nous, les parents, on ne connaît plus toutes les règles sociales non dites, mais pour nos enfants, c'est vraiment important d'avoir un guide, de savoir c'est quoi, puis de l'expliquer. Donc, voilà pour les habiletés sociales. Je vous dirais, c'est ça, au cycle primaire, là, la perspective d'autrui, on développe ça à fond, notre cognition sociale, et ça va être très bénéfique pour les réussites et les interactions avec les autres enfants. Donc, au niveau des ressources intéressantes, voici ce dont je vous ai parlé. Il y a le programme Do, Watch, Listen and Say de Kathleen Ann Quill. Il y a les Social Thinking de Michelle Garcia-Winner. Il y a les scénarios sociaux. J'en ai pas parlé beaucoup, je n'ai même pas parlé, mais les scénarios sociaux, c'est où est-ce qu'on écrit des histoires qui sont très en lien avec les situations vécues par les enfants. Il y a le format en bande dessinée. Donc, c'est un peu un prédicteur de ce qui va se passer dans une situation précise. Puis il y a le « Apprends-moi le langage ». Do, Watch, Listen and Say, j'en ai parlé davantage lors du webinaire précédent. Alors, sur ce, je vous dis un gros merci. J'espère sincèrement avoir pu vous communiquer des stratégies pratiques, efficaces. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.